va commencer, je pense. Oui, j'allais vous le dire. Effectivement, ceux qui sont attentifs l'auront noté. Hugo est écrit 2 fois dans le programme sur la même tranche horaire. Donc non, nous n'avons pas d'hologramme pour tous les 17 députés filles. Il n'est pas avec nous, il est à l'autre. C'est une erreur, puisqu'en fait, la conférence a été changée. Et donc du coup, ils se sont rendus compte, etc. C'est malheureux, puisque effectivement, il avait des choses à nous dire sur le sujet, Hugo Bernalicis, puisqu'il vient tout juste d'être nommé rapporteur sur une mission d'information sur la délinquance et l'évasion fiscale. Donc ça aurait été intéressant en mode pré-rentrée de savoir un peu ce qu'il comptait mettre dedans. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Pour autant, nous avons 2 autres intervenants qui, eux, sont bien là et qui sont tout aussi intéressants, que je vous présente tout de suite dans un instant. Mais avant que j'oublie, je vous fais aussi un autre petit point programme. Il y a eu une petite modification dans le programme qui est que... en fait, demain matin, il était censé avoir les villes rebelles en Europe avec le maire de Saragosse en Espagne. Et en fait, c'est après l'intervention de Jean-Luc aux alentours de 19h15 dans la salle Good 1. Donc c'est dans ce coin ici. Voilà, maintenant que ce petit point logistique est fait, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc nous avons 2 intervenants intéressant pour nous aujourd'hui, et nous avons plus d'1h30 pour en débattre, donc ce sera aussi l'occasion pour vous de leur poser les questions à l'issue de leurs présentations respectives. On va essayer de faire ça de façon un peu débat entre nous 3. Je commence d'abord par, à ma gauche, Lison Rebinder, qui travaille dans une ONG qui est un ONG parapluie, je pense qu'on peut appeler ça comme ça, qui regroupe plusieurs ONG, où tu pourras nous détailler un peu ce qui s'appelle la CCFD, coordinatrice de la plateforme française contre les paradis fiscaux et judiciaires. Et ensuite, David Wagner, qui est député à l'Assemblée nationale du Luxembourg, d'Eilenk, et Luxembourg, vous savez, qui est un paradis fiscal. Donc lui, il bataille concrètement dans un espace et dans une opinion publique qui est quand même beaucoup moins conscientisée, je pense, que nous, ou en tout cas qui ferme plus facilement les yeux sur le sujet. C'est lui qui nous racontera un peu ce panorama. Donc ne lui jetez pas des pierres, hein, il est venu ici et il est de notre bord. Alors pour refaire juste un petit point, je vais essayer de mettre quelques mots et notamment acronymes barbares dans la tête de tout le monde. Comme ça, vous allez les entendre plusieurs fois et avec parfois des terminologies peut-être différentes, des expressions différentes, je veux dire, mais comme ça peut-être rentre mieux dans la tête de chacun. Concrètement, sur cette université d'été, en réalité, c'est le 3e sujet, le 3e conférence sur les questions d'évasion fiscale. Il y a eu une première jeudi qui était vraiment beaucoup plus sur fraude, évasion, optimisation, de quoi on parle. Il y avait celle d'hier. Et dans les 2 auxquelles j'ai été, ce qui était frappant, c'est qu'à la fin, dans les questions, on dérivait assez vite sur le sujet européen, en fait. Qu'on ne peut pas parler, par définition, d'évasion fiscale et donc d'éléments transfrontaliers sans parler d'Europe, notamment étant donné qu'on a un grand nombre de paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Donc je considère que vous avez eu 2 fois l'occasion de vous familiariser avec les termes de fraude, évasion et optimisation. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, on aura le temps d'y revenir. Vous savez probablement aussi que c'est un des grands éléments de la France insoumise, qui a mené toute une campagne sur la lutte contre la pauvreté, mais aussi une campagne contre l'évasion fiscale, en donnant, vous savez, ces petits flyers en forme de billets de 1 600 € avec le recto comme un gros billet de Monopoly et le verso avec quelques lignes programmatiques, qui était une façon d'alerter les citoyens sur le sujet, puisque 1 600 €, c'est le coût annuel pour chaque foyer, pour chaque personne, on peut résumer en gros, de l'évasion fiscale. C'est ce qu'on perd en recettes pour l'État, en revenus, autant d'argent perdu pour nos services publics, pour nos pensions, pour nos hôpitaux, etc. Donc au total, ça fait 60-80 milliards, entre 60 et 80 milliards d'euros par an pour la France. Mais c'est vrai que 1 600 € par personne, c'est un chiffre qui parle plus aux gens. Même moi, j'ai l'habitude dans mon travail au Parlement européen de manipuler des gros chiffres, mais en fait, 1 600 € par personne, ça me parle quand même plus que 60-80 milliards. Donc c'était plutôt une bonne campagne de conscientisation.
Quand on en vient au niveau européen, on en discutait tout à l'heure avec toi, c'est beaucoup plus difficile de donner un chiffre exact de l'évasion et de la fraude globalement. On sait dire à peu près des termes, on sait dire à peu près des chiffres, par exemple pour l'optimisation fiscale, puisque dans l'optimisation fiscale, on joue à la limite de la légalité, mais c'est légal, donc il y a de facto plus de transparence. Mais dans le cas de la fraude et de l'évasion, on est beaucoup plus dans l'opacité, et avec des législations très différentes en fonction des pays. Donc c'est beaucoup plus dur de donner un chiffre en termes de milliards. Peut-être que vous pourrez revenir aussi là-dessus. Donc si ça résonne autant dans l'opinion publique, et notamment en France, si on arrive autant à en parler d'évasion fiscale aujourd'hui, c'est aussi dû à une série d'événements. Souvenez-vous, on a commencé avec la crise financière en 2007-2008, puis après on a eu LuxLeaks en 2014, avec notamment les cas des lanceurs d'alerte Antoine Deltour, hein, qui a été jugé au Luxembourg, justement, à la Cour du Luxembourg. Ensuite, on a eu le Panama, les Paradise Papers. Petit à petit, l'opacité qui régnait autour de ces questions commence à être percée. À chaque fois, l'Union européenne a effectivement essayé d'y répondre avec une série de mesures sans pour autant toucher à la racine du problème. Donc elle a créé dans un premier temps ce qu'on appelle le reporting pays par pays, c'est-à-dire contraindre les banques à faire œuvre de plus de transparence sur leurs bénéfices, leur chiffre d'affaires, le nombre d'employés, etc. Mais on ne l'a pas fait pour les entreprises. Donc, l'entreprise, vous le savez, par exemple l'Irlande, au Luxembourg, mais aussi à Andorre, au Liechtenstein, qui sont des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne. Il y a beaucoup d'entreprises qui détournent le paiement des impôts là où elles réalisent véritablement leur chiffre d'affaires et leur activité, en allant installer un siège social ailleurs. Ensuite, il y a eu d'autres éléments. Et plus récemment, on a eu ce qu'on appelle, vous avez dû en entendre parler, Jean-Luc Mélenchon est même venu à Bruxelles faire une conférence sur le sujet avec ses partenaires européens de Maintenant le peuple, la création par la Commission européenne d'une liste noire des paradis fiscaux. Quand elle a été annoncée avec tambour et trompette, tout le monde s'attendait à quelque chose d'assez énorme, annoncé par Moscovici, quelqu'un que vous devez vaguement connaître, qui est donc commissaire européen. Quand ça a été annoncé, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus important, puis finalement, au fur et à mesure des annonces, on s'est vu que ça a été détricoté pour finalement retirer, par la volonté même des États membres eux-mêmes, retirer un certain nombre de paradis fiscaux. Je vais essayer de terminer rapidement. L'idée dans cette conférence, c'est vraiment qu'on aborde trois grands axes avec nos intervenants. En quoi le fonctionnement et la politique de l'Union européenne permet l'évasion fiscale, favorise ou permet. Est-ce qu'il y a la question pour nous des traités, la liberté de circulation du capital. Pour nous, la FI, c'est la racine même du problème. Cela dit, l'Union européenne essaye de faire des choses. Que fait-elle exactement? On a énoncé quelques sujets dans mes propos liminaires, mais en quoi est-ce qu'on peut dire que c'est encore largement insuffisant? Et enfin, dernière question, la meilleure réponse finalement à apporter, c'est quoi et à quelle échelle? Quel est le mix de mesures unilatérales, par exemple françaises, de mesures à entrevoir au niveau européen et aussi international? Est-ce qu'on peut faire des choses au niveau de l'ONU, par exemple, pour lutter contre l'évasion fiscale? Voilà, je vais donc commencer par donner la parole pour un petit panorama interne au Luxembourg, qui a, vous le savez, eu un président de la Commission européenne qui était anciennement Premier ministre au Luxembourg, Jean-Claude Juncker, donc un spécialiste de l'évasion fiscale que donc, David, tu as côtoyé. Donc on va revenir sur cette expérience et aussi nous raconter la température au Luxembourg sur ces questions-là. Qu'est-ce que ça te fait de venir en France nous parler de ça ou est-ce que tu as l'impression qu'on est beaucoup plus conscientisé aussi? Merci beaucoup Sophie, merci aussi pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici, d'autant plus que je connais bien cette ville Marseille, ma mère est née ici. Je suis un luxembourgeois à moitié marseillais en fait. Et pour une fois j'y viens pour des raisons militantes, c'est la première fois, donc je suis très content. Et c'est toujours un contraste immense, Marseille et le Luxembourg, c'est deux pays
enfin, c'est deux régions. Marseille, c'est un pays en quelque sorte. Ouais. Ce sont deux régions très différentes. Bien. On a parlé tout à l'heure, Sophie, tu as employé le mot paradis fiscal à plusieurs reprises. Et je vais peut-être commencer par là parce que je sais que le Luxembourg est un pays assez méconnu, ce qui est normal. C'est un petit pays, hein, il ne peut pas être extrêmement bien connu, sauf ceux qui y ont mis les pieds. Et donc ici, en France, quand on parle du Luxembourg, on parle principalement de l'évasion fiscale. Mais c'est pas pour rien parce que nous sommes un peu champions là-dedans dans l'optimisation fiscale surtout. Le terme de paradis fiscal, il revient régulièrement au Luxembourg aussi, parce que très souvent, les autorités luxembourgeoises, les différents gouvernements luxembourgeois ont toujours nié le fait que le Luxembourg soit un paradis fiscal. Et c'est vrai et faux en même temps. Le Luxembourg n'est pas un paradis fiscal pour les personnes physiques. C'est d'ailleurs un pays, on va dire, économiquement et socialement structuré de manière assez social-démocrate, hein, à l'européenne occidentale, un peu comme ça, avec un taux d'imposition marginal pour les personnes physiques qui atteint les 42%. Il était encore plus élevé avant, il a été baissé. Donc les gens, les salariés payent des taux tout à fait normaux. Par contre, oui, c'est un paradis. On peut parler de paradis fiscal pour les sociétés. Tout dépend également encore des sociétés parce qu'il y a une imposition sur les sociétés différentes au niveau communal, au niveau national, etc. Ça avoisine les 23%. Mais ça, c'est les taux affichés. Ensuite, il y a les taux réels que l'on paye vraiment. Et là, ça dépend. Que ce soit l'épicier du coin ou une grosse société multinationale, l'épicier du coin, il va payer le taux affiché parce qu'il n'a pas les moyens de se payer une fiduciaire ou un cabinet d'audit qui va lui organiser une optimisation parfaite au Luxembourg. Donc, on a souvent aussi parlé beaucoup du secret bancaire au Luxembourg. Le secret bancaire, c'est quelque chose que l'on arrive à se représenter beaucoup plus facilement. Mais le secret bancaire n'est pas véritablement la moelle épinière de la place financière luxembourgeoise. En tout cas, ne l'est plus. C'est un élément important. De toute façon, il a été aboli pour les non-résidents. Il existe encore pour les résidents, ce qui explique pourquoi le Luxembourg tente de monégaciser sa place financière, c'est-à-dire d'attirer des résidents très riches, comme à Monaco, sauf qu'on n'a pas la mer et on n'a pas les endroits pour atterrir avec un hélicoptère. J'avais lu une fois comme ça des milliardaires qui ont dit au Luxembourg on ne peut pas voyager en hélicoptère d'un point à l'autre, ça les gêne un peu. Mais donc ça c'est une tentative, mais elle est assez marginale. Hein. Le gros de la place financière au Luxembourg, c'est la gestion de fonds et c'est l'optimisation fiscale. On a véritablement des grandes boîtes, les Big Four, comme on les appelle, les 4 grands, EY, Price. PricewaterhouseCoopers, KPMG, Arente Medarnar, ça c'est plus luxembourgeois, etc. Bon. Il faut savoir que Luxembourg, j'ai parlé de Monaco, c'est pas Monaco, j'ai rien contre les monégasques. C'est quand même un peu plus grand, hein, c'est un pays de 600 000 habitants, à la frontière avec le département de la Moselle. C'est un pays qui, à l'origine, était un pays très pauvre, évidemment, très agricole, et qui a eu sa révolution industrielle au début du fin 19e, début 20e siècle, qui est devenu un géant industriel avec ArcelorMittal, une des composantes c'est l'Arbed, et qui est un pays qui a, dont la majorité de la population était d'origine d'extraction paysanne ou ouvrière, voire les deux, et avec une petite bourgeoisie, mais assez insignifiante en fait. Et le boom de la place financière, historiquement, ça a commencé en 1929 avec la première loi sur les holdings, mais c'était pendant la crise, mais ça ne jouait pas encore un grand rôle. Mais le boom est venu un peu concomitamment avec le déclin de la sidérurgie, donc dans les années 70, où là, la place financière a véritablement explosé. Ce qui explique pourquoi, parce que parfois, ça étonne les gens que quand je vais à l'étranger, ah tiens, un député de gauche radicale au Luxembourg, comment ça se fait? Mais c'est pas si étonnant que ça non plus. On est 2 sur 60, ce qui est pas mal, mais ça pourrait être mieux quand même. Et il y en a eu plus. Il y a eu des députés communistes, le Parti communiste luxembourgeois qui était très stalinien quand même, mais avoisinait les 20-30% hein, dans le sud du pays. Donc c'est quelque chose d'assez normal. Jean-Claude Juncker. J'avais lu une fois, on le présente souvent comme un ancien banquier. Jean-Claude Juncker n'a jamais travaillé de sa vie, en fait, à part faire la politique.
Il a intégré son premier gouvernement à l'âge de 28 ans en 82. Et ensuite, il y est resté jusqu'à devenir Premier ministre à l'âge de 40 ans en 95. Et en fait, ce n'est pas lui non plus qui a développé la place financière au Luxembourg. On ne sait même pas si c'est véritablement un expert des questions financières. Parce qu'au Luxembourg, les politiques ne sont pas forcément obligés d'être experts dans ces questions. Il y a des gens qui sont là pour ça, qui leur font le boulot. Et moi, je peux vous dire, je peux témoigner, en tant que député, il y a des projets de loi qui sont écrits directement par la place financière. Et on en a eu une fois, on le savait, mais une fois, on en a eu la preuve. Donc, bon, il y a des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires qui sont très compétents, par contre, aussi. Mais bon, ils jouent main dans la main avec la place financière. Juncker n'est pas un imbécile pour autant, même s'il a souvent une sciatique et qu'il est souvent fatigué, mais c'est quelqu'un de... c'est un bon politicien. C'est quelqu'un qui n'aime pas forcément d'ailleurs la place financière parce qu'elle n'est pas très populaire au Luxembourg. Elle est considérée comme étant... On sait très bien au Luxembourg que c'est pas net. On sait très bien que c'est pas net. C'est même vécu parfois comme une sorte de corps étranger sur le Luxembourg. Mais en même temps, ensuite, il y a une forme de cynisme. Dire si c'est pas nous, ce sera un autre. Tant qu'à faire, on est un petit pays, on n'a plus beaucoup de ressources, alors on va faire ça. Ce qui est un piège à long terme pour le Luxembourg, et c'est ce qu'on essaie d'expliquer. Et ça commence à fonctionner depuis LuxLeaks. LuxLeaks, plus haut, ok. LuxLeaks. C'est les Luxos, on profite. LuxLeaks, donc en 2014, j'étais pas encore député, mais attaché. Ça nous est un peu tombé dessus. Et nous, on savait, on était conscients à Daylink de ces questions, mais c'était jamais la question principale sur laquelle on travaillait. Tout simplement déjà parce que, comment dire, on n'y connaissait pas, on n'avait pas la capacité technique pour comprendre. C'est extrêmement technique, c'est compliqué. Alors parfois on intervenait, etc., mais on avait d'autres sujets comme la politique sociale, etc., qui étaient considérés comme étant prioritaires. Et puis les questions financières, on se disait déjà on n'y comprend rien. On est très peu, on n'est quand même pas très nombreux. On va investir énormément d'énergie sur un sujet qui en plus, faut dire la vérité, à moitié casse-gueule au Luxembourg, parce que c'est comme prêcher l'interdiction du pétrole en Arabie Saoudite. Hein, c'est pas... Donc, mais ensuite il y a LuxLeaks qui est arrivé. Et là, on était obligé quand même d'agir. Et puis, on a développé des catalogues de questions aux ministres des Finances, etc. Les médias au Luxembourg, les grands médias au Luxembourg, qui sont de mèche avec la place financière, ont lancé une campagne médiatique que l'on appelait au Luxembourg le Lux bashing. Donc, c'est les méchants français, les méchants allemands et les méchants anglais qui veulent, tout le monde en veut au Luxembourg, tout le monde est jaloux de notre réussite, etc. Et maintenant, ils nous tombent dessus, et pourtant, tout ce qu'on fait est légal. Ça, c'est une question sur laquelle on peut discuter, mais c'est là que ça devient intéressant. Et donc, nous, on a essayé quand même de prêcher contre. On n'était pas seuls, il y avait des plus petits médias, y compris la radio publique quand même, mais c'était un peu plus dur. Mais avec le temps, tout cela est en train de changer également au Luxembourg, car... même si le niveau de vie moyen au Luxembourg est bien plus élevé que dans nos pays voisins, ça je ne le cache pas, il est moins élevé qu'on pourrait le penser également, et pour une grande partie de la population, il n'est même pas si élevé que ça, et il est en train de reculer. Et donc on fait le lien d'ailleurs aussi, parce que la place financière au Luxembourg, c'est un lobby énorme, et c'est ce lobby principal d'ailleurs qui fait pression pour le démantèlement de l'État social qui a été construit au cours des dernières décennies, surtout à cause de l'action grâce à l'action des syndicats. Donc le vent est en train de tourner au Luxembourg. On n'a pas trop d'alternatives. Nous, on est en pleine campagne électorale, en fait. Le 14 octobre, il y a les législatives au Luxembourg. Et la question de la place financière est une question importante parce qu'au Luxembourg, on parle beaucoup également d'alternatives économiques. Et nous, ce que nous, on dit en tant que Daylink, on ne peut pas dire il faut fermer du jour au lendemain la place financière. Déjà, ça ne veut rien dire, parce qu'il y a aussi, de toute façon, on peut avoir un système banquier qui fonctionne de manière correcte, avec soutenir des banques publiques, voire socialiser certaines banques, etc. Et puis, voire utiliser la matière grise qu'il y a sur place pour des produits financiers qui seraient corrects et propres. Ça peut exister. Donc ça, c'est une chose, mais on parle d'une sorte de plan B. C'est-à-dire il faut se préparer à la sortie
de ça. C'est un peu comme l'énergie nucléaire, hein. Un jour ou l'autre, il faudra s'en passer, ou bien ça vous pète à la gueule. Et là, c'est un peu trop tard. Donc, préparer la transition vers, c'est-à-dire démanteler petit à petit la place financière, en tout cas tous ces éléments toxiques, ce qui est quand même la grosse majorité de la place financière luxembourgeoise. C'est facile à dire. Je ne sais pas si c'est facile à réaliser, parce que j'imagine si un gouvernement de gauche radicale, déjà on est à 2 députés sur 60, on en est loin, on va peut-être en avoir un ou deux de plus. Imaginons que ça arrive, si on disait maintenant on va commencer à sortir, ben ça va s'écrouler probablement de toute façon, parce qu'ils vont partir. Bon, il faut le savoir. Donc de toute façon, probablement que le jour où nous, on aura un mot à dire dans ce pays, il se peut très bien que la place financière d'ailleurs se soit écroulée. Et de toute façon, ça c'est un autre élément dont on pourra discuter plus tard, car il y a une guerre des places financières, et je doute que le Luxembourg puisse d'ailleurs la gagner, mais ça c'est un autre élément. Oui, pardon. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Lison. Je fais une rapide transition. Il y a eu relativement récemment dans l'histoire de la jurisprudence un arrêt qui s'appelle l'arrêt Paul Bud en octobre 2017 que j'ai trouvé, qui passait relativement inaperçu, rassure-toi, mais que j'ai trouvé intéressant parce qu'en fait on a là un peu le cœur de la politique européenne à mon sens, c'est-à-dire outre la question de la liberté de circulation du capital, il y a, bon, vous savez, ces sacro-saints principes de liberté de la concurrence absolue et notamment de la liberté d'établissement. Donc en fait, ce cas, cet arrêt, c'est une petite société, enfin une relativement petite société polonaise qui a voulu transférer son siège social. Donc on parle bien de son siège social, c'est-à-dire où on enregistre l'argent, hein. Tandis que l'activité et y compris le centre de décision sont restés en Pologne. Donc là, on est clairement dans le schéma où classique en fait quand on parle d'évasion fiscale au sens large. Et donc l'État polonais a dit mais et les impôts quoi, comment vous faites là, vous faites votre activité chez nous et vous allez pas payer d'impôts au Luxembourg, parce qu'au Luxembourg effectivement les cas de figure sont, il y a plusieurs, comme tu l'as expliqué, plusieurs cas de figure, mais on peut arriver jusqu'à proche du 0% de paiement d'impôts, hein. Donc il faut se rendre compte que le différentiel avec la France, qui est par exemple à 33,3%, au 1er janvier, je crois que grâce à Macron, et après il y a des divergences entre, selon que vous soyez petit ou puissant, pour paraphraser un petit peu une fable. Mais voilà, et donc la jurisprudence, la Cour de justice de l'Union européenne, dans cette affaire dont je vous parle avec la société polonaise, a tranché en disant mais la liberté d'établissement doit primer, surtout, y compris sur l'impôt. Donc on voit bien que là c'est un relativement petit exemple, parce que on parle même pas d'une multinationale là. Mais voilà, c'est pour démontrer encore que le manque à gagner est énorme, qu'il y a à la fois le droit européen qui couvre à la fois le droit primaire, donc les règles des traités par exemple sur la liberté de circulation du capital, et puis la jurisprudence qui vient remettre une couche comme si ça suffisait pas. Donc je voulais faire juste rappeler ces éléments-là parce que ça m'a marqué, parce que c'était en pleine affaire Deltour que je m'étais un peu plus penchée sur l'histoire, et donc j'étais allée plusieurs fois au Luxembourg et c'est comme ça que j'ai creusé sur Internet pour l'anecdote. Mais peut-être justement, lisons, tu as une approche de la pratique et plus technique et qui permet aussi de graduer et d'être moins peut-être manichéen que ce que nous on peut être parfois. Toute évasion fiscale est mauvaise, mais les façons d'y répondre peuvent être graduées. Il y a plusieurs niveaux d'intervention potentiels. Merci. Je vais me représenter. Je suis Lison Rebinder. Je travaille pour une ONG qui est le CCFD Terre Solidaire, qui est une ONG de solidarité internationale. Et par ailleurs, dans ce cadre-là, je coordonne la plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires. La plateforme Paradis Fiscaux, c'est 21 organisations de la société civile qui se sont réunies il y a déjà 10 ans pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc il y a des ONG de solidarité donc, comme le CCFD, Oxfam, Secours catholique, des mouvements sociaux comme ATTAC, des syndicats comme le syndicat de la magistrature, Solidaires Finances Publiques, la CGT, la CFDT, des associations anticorruption. On est assez nombreux et divers et on a pour objectif de notamment faire du plaidoyer
donc d'interpeller nos décideurs et décideuses politiques pour qu'ils changent les règles pour mettre un terme à l'évasion fiscale. Et du coup, c'est vrai que quand tu m'as posé la question de quid de l'Union européenne, je me dis, pour nous, l'Union européenne, c'est en partie une cible de notre lobbying, parce que le but, c'est de changer les règles. Il faut se dire comment ça marche l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, elle est possible pour les multinationales aujourd'hui parce qu'elle fonctionne en différentes filiales qui sont considérées comme indépendantes. Comment est-ce qu'une entreprise qui fait des bénéfices en France réussit à ne pas payer d'impôts, mais à les déclarer dans un autre pays, que ce soit le Luxembourg, l'Irlande ou les îles Caïmans? C'est parce qu'elle arrive à faire remonter son argent par des jeux comptables entre ces différentes filiales. Elle arrive à faire remonter des royalties sur la marque, à faire payer des frais pour de l'audit, etc. Et du coup, il y a une différence entre l'endroit où les entreprises font leur activité réellement, l'endroit où elles font des ventes, l'endroit où elles produisent, l'endroit où elles ont des salariés, et l'endroit où elles payent des impôts. Ça, c'est le mécanisme de l'évasion fiscale des entreprises. Et les entreprises, elles font de l'évasion fiscale au sein de l'Union européenne, mais pas seulement. On pense, nous, forcément, à tous les scandales type LuxLeaks, qui a été un scandale très important, où on a vu que le Luxembourg avait créé des dispositions spéciales pour attirer les entreprises multinationales pour qu'elles se payent leurs impôts au Luxembourg et très peu. Mais l'évasion fiscale, elle a aussi lieu avec d'autres pays, elle a aussi lieu avec les États-Unis, avec les îles Caïmans. Du coup, les règles qui concernent les multinationales, elles ne sont pas propres à la liberté de circulation au sein de l'UE. C'est un problème qui est quand même vraiment mondial. Et pour nous, évidemment, l'Union européenne est un échelon important. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une proximité forte pour la France. Enfin, du coup, on est aussi dans le travail d'influence assez pragmatique. Qu'on peut influencer, à savoir la France et si possible l'Union européenne, avec un collectif d'ONG au niveau européen qui s'appelle Tax Justice Europe, donc Justice Fiscale Europe. Mais aussi parce que les pays européens et les pays du Nord, c'est ceux qui sont souvent les maisons mères de multinationales. Et du coup, c'est aussi eux qui ont une responsabilité importante vis-à-vis de leurs entreprises et des règles. Mais aussi, et encore, et très important, c'est parce qu'au sein de l'Union européenne, il y a des paradis fiscaux qui ne jouent pas les règles. Il y a des paradis fiscaux qui décident de prendre des mesures pour attirer sur leur sein des multinationales pour faire de l'évasion fiscale et qui, du coup, finalement, vont voler des recettes fiscales à leurs voisins, mais aussi aux pays en développement et autres. Du coup, pour nous, ça a été très important, et notamment au moment du LuxLeaks, de se rendre compte que il y a des paradis fiscaux au cœur de l'Europe, qu'il n'y a pas seulement les îles Caïmans, les Bahamas, les petits pays qui étaient les plus connus au moment où on parlait d'abord d'évasion fiscale il y a 10 ans, où en fait l'évasion fiscale, on pensait surtout à la fraude des particuliers, qui est très importante. Mais en fait, le LuxLeaks a été quand même très important parce qu'il a permis de se rendre compte qu'il y avait de l'évasion fiscale avec notamment beaucoup de grands groupes qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Et c'est pour ça que l'Union européenne, pour nous, c'est une cible de plaidoyer. Et la première demande qu'on a envers l'Union européenne, c'est avant tout balayer devant votre porte. Parce qu'il y a les paradis fiscaux les plus connus, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Mais en fait, si on étudie chacune des législations des pays européens, je pense qu'il y en a de très nombreux qui ont des petites dispositions fiscales pour attirer des entreprises chez eux. Donc il y a une vraie concurrence fiscale au cœur de l'Europe. Et il faut que ces pays qui sont beaucoup des sièges de maisons mères appliquent des mesures de transparence, contribuent ou arrêtent de bloquer des mesures de régulation de l'évasion fiscale au niveau européen et international, et arrêtent de aussi noyer le poisson en accusant les autres plus petits paradis fiscaux. On a un regard du coup assez pragmatique aussi à ce niveau-là, où je ne suis pas convaincue, alors peut-être qu'on va en reparler, enfin, il y a peut-être une question de est-ce que l'Union européenne, l'institution, est un problème pour l'évasion fiscale ? En tout cas, les paradis fiscaux et les États au cœur de l'Europe ont un rôle à jouer pour lutter contre l'évasion fiscale. Et on voit bien que d'ailleurs, le rôle, il ne joue pas le rôle, quoi. Il ne joue pas le jeu, si je puis dire. C'est-à-dire que dans ce qu'on a décrit, j'ai l'impression qu'il y a deux axes. Il y a d'abord la question de l'opacité. Donc, il y a un problème. On a mis en place pour les banques, vous savez ce que j'ai appelé dans mon introduction le reporting public pays par pays. Donc ça existe pour les banques. C'est pas la panacée, mais ça a le mérite d'exister. Mais ça n'existe pas pour les entreprises. Donc là, on a un premier problème qui est vraiment, au moins, accès aux données, quoi. Et on a un deuxième problème qui est l'harmonisation
qui est la question, en tout cas, de l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi je dis que c'est potentiellement un problème, c'est qu'à un moment, si on parle d'harmoniser, il y a 2 sous-sujets là. C'est l'impôt sur la société, c'est quoi? Parce que déjà, ça varie d'un État membre à l'autre. Donc déjà, il faut se mettre d'accord sur une assiette fiscale, déterminer ça. Et deuxièmement, il faut se mettre d'accord sur un taux. Et en France, voilà, de tête, j'avais le chiffre de 33,3, vous pourrez y revenir. Qui va arriver à 28 dans un premier temps, je crois, au 1er janvier de l'année prochaine, du coup. Et à terme, à 25%. La France va passer, enfin, vous vous rendez compte, en termes de points, c'est énorme comme objectif, c'est énorme. Oui, exactement. En plus, qui paye derrière, effectivement, dans les faits, ces taux-là encore une fois, c'est les plus petits, les PME, elles vont peut-être effectivement payer les 25% à terme, mais les grandes entreprises, c'est plutôt autour de 8%, pour reprendre en micro ce que vous avez dit. Donc 2 axes, la transparence, l'opacité, la transparence des données, et l'harmonisation qui pose de problèmes politiques aussi. Et là-dessus, il faut savoir qu'il y a l'unanimité est nécessaire dans le Conseil de l'Union européenne. Donc il faut que tous les États membres, y compris ceux qui se trouvent être une place forte de l'évasion fiscale, soient d'accord pour harmoniser l'impôt sur les sociétés. Donc partant de là, on se doute bien que le risque politique pour nous soit qu'à terme, même si on passe un jour à 25% en France et qu'il y a des pays qui sont à hauteur de 0%, qu'ils placent le curseur quelque part entre les deux et que donc ça baisse encore une fois l'imposition sur les sociétés globales au niveau européen. Donc je ne sais pas si l'un d'entre vous veut rebondir sur cette question, parce que je développe encore, je tire le fil. Alors si on harmonise au niveau européen, ça pose aussi un autre problème, qui est la question de la souveraineté fiscale. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, l'État français, les États membres, perdent encore une nouvelle souveraineté, et pas des moindres, celle fiscale. Donc ça veut dire que programmatiquement, enfin pour nous, si on a un gouvernement France Insoumise un jour, si on a perdu en chemin cette souveraineté-là, le 4 heures de programme FI sur le budget de la France Insoumise, d'un gouvernement France Insoumise, déjà, il y a plein de mesures qui peuvent être potentiellement très limitées par rapport à ça. Donc voilà, donc il y a un vrai problème, je pense, de souveraineté et comment on axe le sujet. Peut-être que vous pouvez rebondir là-dessus. Peut-être que Lison aussi, tu peux nous raconter comment la directive. Donc il y a eu un débat sur la directive sur les entreprises et bon, elle est cachée, on ne sait pas où, mais enfin plus personne n'en parle. Si, nous on en parle beaucoup, on essaye. Le sujet de la transparence, il est très important. Les ONG, ça fait 10-15 ans, je pense 15 ans, qu'on dit que pour lutter contre l'évasion fiscale, le premier pas, c'est la transparence. Il y a 10 ans, quand on demandait au gouvernement d'appliquer une transparence sur les entreprises multinationales, on nous disait que c'était impossible, que ça n'arriverait jamais. Depuis, avec la multiplication des scandales médiatiques, grâce aux lanceurs d'alerte, Antoine Deltour et Raphaël Allais notamment, qui sont les Français lanceurs d'alerte du LuxLeaks, le débat a beaucoup progressé. Et il a été beaucoup question ces dernières années d'une transparence fiscale, donc une mesure qui s'appelle le reporting pays par pays public, qui obligerait les entreprises multinationales à déclarer publiquement un certain nombre d'informations sur les impôts qu'elles payent dans tous les pays où elles sont présentes, et leur nombre de salariés, leur chiffre d'affaires, etc. Un nombre d'informations clés qui permettraient de savoir si elles payent leurs impôts là où elles ont vraiment une activité, parce qu'elles ont des salariés, elles font de la vente, ou si elles font de l'évasion fiscale, parce qu'elles ont déclaré beaucoup de bénéfices, mais dans une société boîte aux lettres où il y a 1 salarié, 2 salariés, et que c'est pas possible. Ça, c'est pour nous une mesure clé, parce que ça permettrait de savoir vraiment qui fait l'évasion fiscale quand, quels sont les pays qui permettent cela, parce qu'en fait, au-delà de la législation, au-delà des taux affichés, grâce aux accords cachés, aux rescrits fiscaux, etc., souvent, on n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment dans les paradis fiscaux. Et ça permettrait aussi de faire vraiment pression sur les entreprises. Pour nous, c'est une mesure clé. Et on s'attendait, franchement, après le retentissement qu'a été le scandale du LuxLeaks, à réussir à obtenir une vraie transparence au niveau européen. Et en plus, il y a, comme tu disais, le vrai enjeu que les questions fiscales au niveau européen, elles nécessitent l'accord
unanime du Conseil, c'est-à-dire de tous les États membres. Or, certaines mesures, comme le reporting, sont considérées comme des questions comptables, et du coup, il y a une co-législation entre le Parlement, la Commission et le Conseil. Malheureusement, on se rend compte que même dans ce cas de figure-là, il y a eu une proposition de directive de la Commission européenne sur le reporting, il y a eu un vote du Parlement, etc. Les États européens bloquent. Donc l'enjeu pour nous, c'est que même quand on se rend compte qu'on parle d'Union européenne, qui pose problème et qui freine les démarches, ce sont les États au sein de l'Europe, parce que dans le processus de co-construction de cette directive, aujourd'hui, les États européens n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la position qu'ils veulent, donc ils n'arrivent pas à commencer à négocier, et ça risque d'être enterré. Le MEDEF aussi bloque. Alors, il y a une vraie question de l'influence de pourquoi est-ce que les États bloquent les mesures de transparence sur les entreprises quand on leur dit, et quand ils savent aussi que c'est une mesure de lutte contre l'évasion fiscale. Les États, ils ont quand même beaucoup, en tout cas pour les États comme la France, un intérêt à lutter contre l'évasion fiscale, un intérêt à récupérer des recettes fiscales. Et c'est vrai qu'il y a un argument qu'on nous avance beaucoup et que nous, on rencontre beaucoup en tant qu'ONG, qui est celui de la compétitivité des entreprises. Oui, mais si on fait ça, ça va nuire par rapport... Si la France le fait seule, ça va nuire par rapport au niveau européen. Si l'Europe le fait seule, ça va nuire au niveau mondial, etc. C'est un enjeu, et c'est vrai qu'il y a un rapport très intéressant d'une ONG qui s'appelle Corporate Europe Observatory, donc l'observatoire des entreprises européennes, qui a étudié comment les fameux Big Four, les 4 groupes d'audit, avaient beaucoup influencé la rédaction de cette directive européenne. Mais cette question-là, la question des lobbies et de leur influence sur la loi, elle n'est pas propre au niveau européen, elle est aussi très présente en France. Mais pour nous, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est quand même aussi beaucoup les États qui bloquent, et que la question de l'unanimité, même quand elle n'est pas en jeu, elle ne permet pas toujours de... c'est pas forcément le principal frein à l'obtention de réformes. Et après, pour nous, la question de l'unanimité, elle est aussi... il y a la question de la souveraineté, et c'est vrai que les questions fiscales, elles sont éminemment souveraines. Mais pour autant, quand on a des États qui vont voler les bases fiscales des autres, il y a un enjeu à vraiment leur mettre la pression. Et c'est pour ça que la transparence, on pense que c'est très très important. Tu as parlé de rescrits fiscaux. Est-ce que peut-être, juste pour être sûr, c'est ce qui a donné lieu à toute l'affaire LuxLeaks, hein, c'est le point de démarrage. Peut-être qu'il faut peut-être le définir pour que tout le monde soit... Alors, un rescrit fiscal, c'est en fait... toute personne et toute société peut demander à l'administration fiscale si elle interprète la loi correctement. Ça permet de s'assurer, si quand vous voulez déclarer vos impôts, vous n'êtes pas sûr de comment vous allez les déclarer, vous pouvez demander un renseignement à l'administration fiscale qui va vous rendre un arrêté, qui va dire oui, c'est bien ça, et du coup, ça vous permettra après de ne pas vous faire punir parce que vous êtes trompé, parce que vous avez eu un avis de l'administration fiscale. Beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de paradis fiscaux, ont demandé des rescrits au Luxembourg, à l'Irlande, etc., pour s'assurer qu'ils étaient d'accord sur le taux. Ça a permis en fait de négocier les taux d'imposition très bas, et ça a permis à des centaines d'entreprises de payer moins d'1% d'impôt au Luxembourg, en Irlande, et c'est ce qui a été au cœur des révélations du LuxLeaks. C'est là qu'on a su qu'il y avait des entreprises qui payaient parfois moins d'1% d'impôt en Europe, et ça qui a causé tous les mois qui en a suivi, et malheureusement, finalement, encore aujourd'hui, très peu de mesures concrètes et satisfaisantes de l'Union européenne en réponse à ça. Beaucoup de propositions de directives de la Commission, beaucoup de réunions de commission, mais là, 5 ans après, on doit quand même se dire que si la question était vraiment sur le devant de la table, l'Union européenne n'a pas fait le boulot. Elle ne s'est pas réellement attaquée à l'évasion fiscale de ces entreprises, et c'est notre rôle d'être aujourd'hui très exigeant vis-à-vis d'elle. Et des États, en fait, hein, et nous, vis-à-vis de la France... Non, c'est vraiment une question fondamentale, hein. L'Union européenne, c'est de toute façon une question fondamentale, de manière générale. Et sur ce point-là, c'est assez compliqué. D'ailleurs, le Luxembourg, on aurait une attitude un peu comme la gauche radicale écossaise, qui soutenait évidemment l'indépendance de l'Écosse lors du référendum. Hein. Et j'étais allé voir un peu sur leur site pour savoir quelle était leur position par rapport à l'Union européenne. Le Parti socialiste écossais, le Scottish Socialist Party, qui disent qu'évidemment, ils sont en principe opposés à l'Union européenne parce que c'est un monstre néolibéral, etc., et antidémocratique. Mais tant qu'à rester au sein du Royaume-Uni, mieux vaut que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne parce que le Royaume-Uni est un monstre encore plus néolibéral que l'Union européenne. Bon.
Ça, c'était leur réflexion. Et au Luxembourg, quand nous, on est confrontés aussi au Parlement avec des nouvelles législations qui viennent, on aurait tendance à dire par rapport à différentes directives qui viennent de l'Union européenne et qui doivent être transcrites en droit luxembourgeois, on se dit c'est beaucoup mieux que ce que nous, on a, d'une certaine manière. Ensuite, la question, et ça, Sophie, tu l'as posée, hein, oui, on peut faire de l'harmonisation fiscale, mais alors ça veut dire qu'on perd une part de politique souveraine dans l'harmonisation fiscale, sans parler ensuite des taux qui vont être, de l'assiette qui va être décidée, du taux minimal qui va être décidé, qui sera minimal pour le coup, probablement. Hein. Donc là, c'est compliqué. Et ensuite, l'autre question subsidiaire qui se pose, est-ce qu'on peut, de toute façon, même si on fait ça, est-ce qu'on peut faire une politique de gauche au sein de l'Union européenne? Bon. On pourrait parler de la Grèce, etc. Et on a la réponse. Et donc le problème, c'est que moi je pense qu'ils sont en pleine contradiction parce que d'un côté, on vit dans un système, évidemment, les multinationales et sociétés, elles ont pour vocation de faire un maximum de profit. Dans un système capitaliste, ce serait bête de faire le contraire. Donc ça, c'est leur vocation. On a des États qui soutiennent évidemment cette logique. Hein. Les gouvernements européens soutiennent cette logique capitaliste, etc. Mais ensuite, ils rentrent dans une contradiction, c'est-à-dire que les recettes fiscales, elles fondent. Et comme il y a une concurrence fiscale qui est sacro-sainte, d'une certaine manière, au sein de l'Union européenne, ben alors, ils se tirent la bourre les uns les autres, et puis ça devient assez compliqué. Donc forcément, un pays comme le Luxembourg, ou comme l'Autriche, ou comme l'Irlande, ils peuvent extrêmement bien profiter de leur droit de veto au sein du Conseil et ne rien faire avancer du tout. Et d'ailleurs, quelle que soit maintenant l'issue des prochaines élections au Luxembourg, quel que soit le gouvernement, on n'y sera pas, je vous rassure. Le Luxembourg va continuer à freiner, même s'il dit le contraire. Hein. Et d'ailleurs, voilà, le problème, c'est aussi qu'il y a les directives européennes, elles arrivent, et parfois elles sont, par exemple, là, il y a, au Luxembourg, on devait dernièrement, on s'y prend toujours assez tard d'ailleurs, très souvent tard. Non, parfois on s'y prend très vite quand ce sont des directives qui ne sont pas très, très importantes, mais assez tard quand elles sont importantes, comme celle des bénéficiaires économiques finaux qu'on vient de retranscrire. Et puis alors là, c'était vraiment une retranscription à minima, puisque voilà, ouais. Et donc, c'est uniquement le registre qui a été fixé, mais le reste, pour savoir véritablement qui sont les bénéficiaires, on n'a pas encore, on n'est pas encore allé aussi loin. Et puis, le Luxembourg essaye de traîner. Il fait une sorte de politique de guérilla au niveau européen afin de faire traîner au maximum les choses. Et il a des alliés, hein, de toute façon. En plus, c'est pas tout seul. Hein, il y a l'Autriche, etc. Ce qui est assez marrant, ça, c'est une petite anecdote. Je viens de le découvrir. L'ambassadeur autrichien à Luxembourg, que je connais, enfin, parce qu'il rencontre tout le monde parce qu'il avait rien à faire, l'ambassadeur autrichien au Luxembourg. Maintenant, depuis 1 an, il a été nommé par le gouvernement autrichien. Il est également le négociateur pour le Brexit, pour l'Autriche. Ce qui est assez intéressant parce que c'est l'ambassadeur d'une place financière vers une autre place financière qui est chargé de négocier le Brexit, parce qu'il faut savoir, au Luxembourg, là, ils sont tous nerveux, ils frétillent, là, ils veulent savoir le Brexit, ils sont contents, en fait, ils adorent ça. Ils sont tous pour le Brexit, parce qu'ils veulent attirer les institutions financières londoniennes et bancaires à Luxembourg. Mais les Viennois, ils veulent faire pareil, Francfort, enfin, je ne sais pas, les différentes places. Ils se livrent une guerre sans merci. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, est-ce qu'on peut véritablement... Moi je ne fais pas trop confiance au niveau européen, parce que l'Union européenne, en elle-même, sa nature même, n'est pas celle de promouvoir justement une équité fiscale. Ensuite, il y a des rapports de force, c'est un truc complexe, il y a des scandales, la commission Moscovici est obligée d'agir pour montrer qu'il agit, mais en même temps, peut-être qu'il sait qu'il... De toute façon, ça va aboutir à rien, parce qu'il y aura toujours des blocages incessants. Donc la question, c'est véritablement de savoir s'il y a une volonté. Ensuite, peut-être qu'il y a, il y a des volontés, peut-être aussi de certains États, de limiter la casse. Mais est-ce qu'ils sont prêts à dire adieu à la concurrence fiscale? Ça, j'en doute fortement. Et s'ils harmonisent, à quel niveau vont-ils harmoniser? Puisque finalement aussi, nous, à gauche, on veut aussi des taux d'imposition qui puissent
être élevé. Et puis ensuite, la question, c'est celle, on parle de taux minimum, mais moi j'ai aussi peur que l'on puisse parler, qu'ils commencent à parler d'un taux maximal d'imposition des sociétés. Je ne sais pas, ils n'en sont pas encore là, mais ça pourrait être encore plus problématique. Hein. Donc, j'essaierai d'être pas trop naïf par rapport, ou de ne pas avoir trop d'espoir en l'Union européenne, tout en sachant que ce que l'Union européenne parfois propose par rapport au Luxembourg, ça constituerait un petit progrès. Mais il ne faut pas se faire trop d'illusions, je pense. Je voudrais réagir sur notre expérience en tant qu'ONG. Pour nous, on a souvent notre boulot, en fait, c'est en se coordonnant avec les ONG européennes, c'est d'influencer la France pour que la France soit leader au niveau européen, pour réussir après à tirer vers le haut des mesures. On a quand même réussi ça sur la transparence des banques. La transparence des banques, ça a été quand même une bataille assez importante et qui a été réussie. Et on l'a réussi notamment parce qu'il y a eu la crise. C'était dans l'issue de la crise financière, donc il y avait des engagements à prendre, etc. C'est un engagement du candidat Hollande. C'était d'abord une loi en France qui a permis à l'aboutissement d'une directive au niveau européen. Et la France, elle a finalement, pendant un temps, été leader au niveau européen sur des questions de la lutte contre l'évasion fiscale. Et si on prend le chemin d'il y a 10 ans à maintenant, il y a quand même eu des avancées. On n'a pas gagné la bataille, c'est insatisfaisant, mais ça n'a juste rien à voir avec il y a 10 ans. Et je pense que parfois, dans nos frustrations, il faut aussi se rendre compte que le combat, il a quand même avancé. Mais maintenant, en France, on est dans une situation un peu particulière où il y a eu beaucoup de mesures de lutte contre l'évasion fiscale qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, qui a une interprétation de la Constitution assez spécifique, qui a censuré à 16 reprises, je crois, depuis 2012, des mesures de lutte contre l'évasion fiscale, notamment le reporting au niveau français. Du coup, nous, on mise beaucoup sur le niveau européen, parce que si des mesures sont adoptées au niveau européen, la France sera dans un conflit entre son obligation de transposer une directive et les mesures constitutionnelles. Donc si on n'avait pas le niveau européen, là par exemple pour le reporting des entreprises, en France on serait coincé. Donc il y a quand même un enjeu à faire passer des mesures ambitieuses qui se répercutent sur d'autres pays. Et tu disais sur la transparence sur les vrais propriétaires des entreprises, donc les registres des bénéficiaires réels des entreprises, qui permettraient de lutter contre les sociétés écrans, qui sont ces capsules vides qui permettent de cacher les vrais propriétaires des entreprises. L'Europe, là-dessus, a quand même pas mal progressé ces dernières années. Maintenant, il y a beaucoup à faire, et notamment pour balayer devant sa porte et arrêter d'accuser les autres pays, et d'abord s'occuper de ces problèmes au sein de l'Union européenne contre l'évasion fiscale. Je vais rebondir tout de suite. Vous inquiétez pas, j'ai vu tout à l'heure un bras se lever. On aura une belle tranche de 30 minutes d'échange entre nous, et vous pourrez poser toutes vos questions, vous aurez le temps. Il n'y a pas de souci. Oui, je ne suis pas spécialiste des jugements en question du Conseil constitutionnel, mais est-ce que ce n'est pas lié au fait que le droit européen soit supérieur au droit national? Est-ce que justement le jugement qui a été porté n'est pas en lien avec ça? Première question. Et deuxième question, est-ce que votre plateforme et vos ONG, certaines d'entre elles en tout cas, ont rencontré Macron sur les questions, enfin, au gouvernement, sur les questions d'évasion fiscale, et quelle est la position et quels ont été vos échanges et les promesses ou non de défense au niveau européen sur ces questions-là? Les censures du Conseil constitutionnel, c'est vraiment il y a eu 16 censures sur des sujets très divers, que ce soit sur les registres de transparence des vrais propriétaires des trusts, sur une mesure de contrôle fiscal, sur le reporting pays par pays, la transparence des entreprises. Ça a été fait à des motifs divers, c'est vraiment une interprétation de la Constitution. En tout cas, nous, on comprend mal, parce que dans la Constitution, il y a aussi la notion d'égalité devant l'impôt, et du coup, la lutte contre l'évasion fiscale a aussi été reconnue comme un principe constitutionnel. Donc, il y aurait beaucoup de raisons que le Conseil constitutionnel accepte des mesures de lutte contre l'évasion fiscale. Mais du coup, nous, on voit plutôt d'un œil intéressant le fait que l'UE adopte des directives que la France sera en obligation de transposer, et en espérant qu'à ce moment-là, ça prime sur les censures du Conseil constitutionnel, qui là vont, pour nous, à l'encontre de l'intérêt général. Mais c'est une situation très insatisfaisante de fait, qui nous complique beaucoup notre travail d'influence au niveau français, parce qu'il y a plein de choses que la France devrait faire, que la France devrait pousser au niveau européen, et du coup, c'est compliqué. Alors oui, on fait un travail de plaidoyer, on n'a pas rencontré Macron lui-même, mais avec le gouvernement. Le gouvernement français qui
est aujourd'hui peut-être moins présent qu'on le souhaiterait sur ces questions au niveau européen, qui défend des mesures comme la taxe GAFA, qui a largement défendu la liste européenne des paradis fiscaux, qui, au sens du CCFD, sont des fausses mesures qui ne permettront pas de lutter réellement contre l'évasion fiscale. Et je pense qu'on est à un moment de la lutte contre l'évasion fiscale où il y a un vrai enjeu à ne pas accepter les fausses solutions, parce que maintenant, ça y est, tout le monde sait que l'évasion fiscale est un problème, qu'il y a une forte attente des citoyens et des citoyennes. Et du coup, c'est important politiquement de montrer qu'on lutte contre l'évasion fiscale. Pour moi, l'enjeu, c'est de vraiment prendre des mesures qui vont permettre de lutter réellement contre l'évasion au niveau international, au niveau européen, et pas en faisant une liste noire des paradis fiscaux qui exclut les pays européens, dans lequel il y a des petits pays comme la Namibie. Si vous avez déjà entendu parler de la Namibie dans un montage d'évasion fiscale, ça m'intéresse, parce que moi, jamais. Et tandis que l'Irlande, le Luxembourg, la Belgique, la Hongrie ne sont pas présents. Et donc le risque, c'est quoi ? Le risque, c'est que les mesures, c'est que les pratiques d'évasion fiscale se déplacent en fait. S'il y a des petits pays qui sont listés et que, comme les îles Caïmans, qui est un paradis fiscal, mais qu'après les entreprises juste déplacent leur montage et vont juste au niveau européen, je veux dire, les questions d'évasion fiscale, elle ne va pas se régler. Donc il y a un vrai enjeu à aussi pas favoriser même l'évasion fiscale au sein de l'Europe et à mettre un terme réellement au problème, et notamment au niveau international, notamment aussi pour les pays en développement, etc., avec l'enjeu de la concurrence fiscale qui est certes très important. Oui, avant qu'on passe à la question internationale, finalement, parce que on va vers ça assez naturellement, c'est-à-dire qu'effectivement, en imaginant même une perfection européenne, si la pratique d'évasion fiscale se déplace vers un autre pays dans le monde, on se retrouvera au final encore avec le même problème. Donc effectivement, la question internationale et de ce qu'on peut faire au niveau de l'ONU, tout ça peut marcher en parallèle. Hein. Je ne suis pas en train d'établir une chronologie. Mais c'est une vraie question. Mais juste avant ça, j'aimerais que tu développes un peu, parce que tu as dit la liste noire, ça peut être une fausse solution, mais aussi la taxe GAFA. Donc peut-être quels sont vos reproches à la taxe GAFA chèrement défendue par Macron? Disons que voilà, pour nous, le but, c'est de vraiment lutter contre les mécanismes structurels de l'évasion fiscale. Donc, il faut d'abord qu'on ait de la transparence sur leurs activités, qu'on réfléchisse à comment mettre à plat le système pour que les entreprises ne puissent plus jouer entre leurs différentes filiales. Ça peut passer par de l'harmonisation à des niveaux régionaux, au niveau européen, mais ça peut être dans d'autres régions. Après, à une vraiment remise à plat complètement, à une harmonisation globale mondiale, ce qui, à terme, va être souhaitable, ce qui est quand même assez long terme, mais ce qui, je pense, est quand même sur la table. Et une taxe GAFA qui propose de taxer à quelques pourcents certaines entreprises, qui sont les entreprises du numérique. Mais en fait, maintenant, quelle entreprise ne fait pas du numérique ? Je veux dire, il n'y a pas que les GAFA qui font du numérique. Je pense que toutes les institutions internationales le savent. Certes, le numérique est une vraie façon de jouer encore plus avec les règles de l'évasion fiscale, mais il n'y a pas que les GAFA qui le font. Du coup, pour nous, c'est un peu une mesure dans laquelle on va mettre beaucoup d'efforts politiques, et en fait qui va permettre de récupérer quelques milliards d'euros potentiellement, ou millions d'euros, si tous les États réussissent à se mettre d'accord. Mais par contre, les entreprises vont continuer à faire de l'évasion fiscale. Donc il est temps de prendre des responsabilités politiques et de mettre la transparence sur toutes les entreprises, de s'accorder sur un taux minimum, de soutenir des efforts au niveau international et de ne pas prendre des petites mesures pour récupérer quelques pourcents pour aussi certains États, quoi. Parce qu'il y a aussi, la France va se dire ok, je vais récupérer quelques millions d'euros. En revanche, tous les pays en développement qui perdent aussi beaucoup d'argent à cause des GAFA, eux, on les laisse tomber. Donc il y a un enjeu à régler le problème de l'évasion fiscale globalement. Il y a un rapport de l'ONU qui date du début des années 2000, je crois, le rapport Zedilo, ou Zedillo, je ne sais pas comment on prononce, qui recommandait justement la mise en place d'une commission... Alors, je ne sais pas comment le terme exact au niveau de l'ONU, mais une commission internationale, un organisme international de lutte contre l'évasion fiscale. C'est-à-dire pour vraiment faire travailler tous les membres de la communauté internationale, comme on dit, de concert sur la question de l'évasion fiscale. Et puis visiblement, il y a eu relativement peu de volonté politique appuyée derrière, et j'ai l'impression que c'est largement tombé à l'eau. Mais non, il y en a encore qui travaillent. C'est le moment de nous raconter, pas seulement au niveau des ONG qui doivent être bataillées là-dessus, mais est-ce que, par exemple,
Est-ce Il y que a tu sais s'il y a des pays 180 États aujourd'hui qui défendent l'instauration d'un organisme fiscal international au niveau de l'ONU. Qu'est-ce qui fait les règles fiscales aujourd'hui au niveau international? C'est l'OCDE. L'OCDE, c'est 35 pays riches qui, en 2012, ont reçu un mandat du G20 de justement revoir vraiment les règles de la structure du système international et qui a accouché en 2015 d'un plan BEPS, donc un plan contre l'évasion fiscale en gros. Simplement, ce plan, il a eu beaucoup de défauts. Premièrement, il n'a pas vraiment instauré la transparence. Il y a eu une transparence maintenant, mais un échange d'informations entre les États, mais ce n'est pas public. Ce qui permet en fait quand même, tant qu'il n'y a pas une pression du grand public, tant qu'on n'a pas les informations, ça enlève beaucoup d'intérêt de la mesure, qui n'a pas mis un terme à beaucoup de justement petites mesures d'évasion fiscale dans les États, qui n'a pas aussi choisi de remettre à plat le système, parce qu'au début, il y avait vraiment l'idée, on va peut-être revoir la façon dont sont imposées les entreprises, voir comment elles jouent avec leurs filiales, peut-être qu'on va tout remettre à plat. Ça n'a pas été fait, et surtout, il y a 80% des pays du monde qui ont été exclus de l'élaboration des règles, ce qui fait qu'on a eu un plan fait par un groupe de pays riches, avec en tête les intérêts d'un groupe de pays riches et tous les autres pays du monde qui n'étaient pas concernés. En 2015, il y a eu une conférence à l'ONU qui s'est réunie en disant comment est-ce qu'on va financer le développement. Avant la COP 21, avant des grands sommets, en se disant où est-ce qu'on va trouver l'argent. Il y a 180 pays qui ont dit nous, ce qu'on veut, c'est d'abord lutter contre l'évasion fiscale et on veut établir un organisme à l'ONU où on va tous se réunir et là, on va rediscuter de comment on impose les règles. Simplement, qui est-ce qui a bloqué? La France, l'Angleterre, l'Union européenne, les États-Unis. Il y a un vrai enjeu sur les questions financières à revoir la gouvernance et qui prend les décisions. Et il y a encore rien que l'année dernière, il y a le groupe du G77, qui représente quand même, je crois, aujourd'hui 180 pays, qui a réaffirmé que la priorité pour aujourd'hui pour trouver des financements, c'est de lutter contre l'évasion fiscale. Et moi, je pense ça pour le coup, à terme, j'espère vraiment qu'un tel organisme va se créer et que c'est possible. Et que là, à un moment, si tout le monde est réuni autour de la table, ce sera un vrai premier pas. Oui, c'est un point très très important. Pour ceux qui prennent des notes, je ne sais pas, BEPS, c'est donc BEPS, qui est l'acronyme anglais horrible de Base Erosion and Profit Shifting. Je savais pas. Moi, par exemple, je disais BEPS, donc je le vois écrit parfois, mais je ne sais pas pourquoi on disait BEPS. Est-ce que David, tu as quelque chose, une réaction, ou est-ce que on passe aux échanges? Non, on peut passer aux échanges. Donc il y avait déjà une question là-bas. J'ai noté. Est-ce qu'il y aura d'autres questions pour préparer que je note? Donc une là, une ici. C'est tout pour l'instant. Ça voudra donner peut-être des idées aux autres. Une troisième ici. Je vous passe le micro pour que la captation vidéo entende votre question. Bonjour. Vous parliez de la nécessaire future harmonisation fiscale. Ceci dit, si on reste sur les bases de l'impôt sur les sociétés tel qu'il est calculé aujourd'hui, on n'en sortira pas parce qu'il y aura toujours un pays qui fera, puisque l'impôt est calculé sur les bénéfices d'une société, je suppose que dans les autres pays européens c'est la même chose, il y aura toujours un pays qui fera un taux inférieur aux voisins. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de revoir le calcul et non plus sur le bénéfice, mais sur le chiffre d'affaires réalisé dans le pays? Alors après, les formules du calcul, je les connais, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais l'idée serait là, c'est de partir du chiffre d'affaires réalisé dans le pays. Donc de cette façon, les multinationales ne pourraient pas jouer au ping-pong entre les pays. Est-ce que vous voulez que je demande à mes intervenants, est-ce que vous voulez qu'on prenne une série de questions ou vous voulez rebondir point par point? J'en prends deux en espérant qu'elles se regroupent plutôt bien. Bonjour, je m'appelle Alexandre. Alors moi j'ai plusieurs questions sur des cas pratiques d'évasion fiscale et les réponses qu'on peut apporter ou à échelle nationale ou à échelle européenne, voire aussi à échelle internationale. Alors la première, c'est déjà, je voulais savoir si vous aviez un peu des nouvelles de la TTF-UE qui a été enterrée par Macron, mais il a eu des déclarations qui laissaient penser que peut-être il allait remettre quelque chose en chantier. Donc je voulais savoir si vous aviez des nouvelles sur ça. Et concernant les différentes pratiques d'évasion fiscale, j'avais des questions notamment sur comment est-ce qu'on peut lutter notamment contre les pratiques de buyback au sein de l'Union européenne.
Comment est-ce qu'on peut lutter contre les fonds d'investissement? Je pense à BlackRock, à Blackstone, Goldman Sachs, KKR, etc. Notamment pour réduire leur capacité de nuisance de ces fonds dans la gouvernance actionnariale. Comment est-ce qu'on peut faire pour modérer un petit peu le trading haute fréquence, notamment à Basildon, dans la banlieue de Londres, où il y a beaucoup de serveurs qui font beaucoup de choses comme ça. Comment est-ce qu'on encourage aussi finalement les techniques, la logique de retain and reinvest? Et comment est-ce qu'on encourage aussi à échelle européenne, voire internationale, l'actionnariat physique et individuel de long terme et éviter notamment les engagements de court-termistes sur la composition actionnariale? Merci beaucoup. Concis, mais dense. C'est à vous. Sur comment l'harmonisation fiscale et alors l'harmonisation fiscale, si elle fonctionne bien, ça veut dire que une entreprise, elle déclarerait plus, on l'imposerait plus sur son bénéfice dans un pays, mais dans un groupe de pays, que ce soit au niveau européen ou mondial, mais disons européen. On prendrait tous les bénéfices au niveau européen et après on répartirait. On reflécherait vers chaque pays en fonction d'un certain nombre d'une formule qu'il faudrait choisir, qui serait, ça pourrait être les ventes, la production, le nombre de salariés, pour s'assurer qu'on reflèche vers les pays où il y a eu l'activité. C'est pour justement ne plus jouer entre les différentes filiales. Donc la façon, c'est pour mettre à bas le système d'évasion fiscale en fait. Et là, après, en fléchant vers chaque pays pourrait être à même d'imposer à son taux. Donc effectivement, là, il y aura toujours le problème d'une vraie concurrence entre les taux. Donc avec nous, on estime maintenant que si on ne veut pas que l'Union européenne devienne un géant paradis fiscal pour les autres pays, il faut qu'il y ait un taux au moins minimum et le plus élevé possible. Quand ce débat sur l'harmonisation fiscale a été relancé, on a estimé que si s'il y a une harmonisation fiscale sans taux minimum, il y a un risque en fait que la concurrence fiscale devienne tellement importante que finalement ce ne serait pas intéressant pour ni l'Union européenne et en plus voire dangereux pour les autres pays, y compris les pays en développement. Je pense de toute façon, mais oui, ça rejoint quand même un peu le BEPS d'une certaine manière, c'est-à-dire de savoir quelle filiale vend où est-ce que quelle activité elle a dans quel pays, quel sera le taux d'imposition par rapport. Un vrai problème de BEPS, c'est justement qu'il n'a pas remis en cause le prix de pleine concurrence. Oui. Alors que là, l'harmonisation, si elle avait lieu au niveau européen et mondial, elle permettrait de, justement, on dirait plus au Luxembourg tel bénéfice, en France tel bénéfice, on prendrait le bénéfice des deux pays et on renverrait en fonction du nombre de salariés, de ventes, etc. Il faut trouver la bonne formule pour que ce soit le plus juste possible. Ouais, ça c'était la volonté de remise à plat mais ce qui n'a pas été fait parce que justement il y a plein de pays comme le Luxembourg qui vont s'y opposer parce qu'ils sont spécialistes là-dedans, mais pas que le Luxembourg évidemment. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a été concrétisé également avec la taxation, la TVA sur les produits sur le commerce électronique. Le Luxembourg, puisque le Luxembourg a été obligé, à juste titre, d'appliquer une législation européenne qui fait que on va taxer là où c'est vendu et non plus là où la société a son siège. Et le Luxembourg a perdu 300 millions d'euros de taxes par an. Ça a été répercuté par une augmentation de la TVA sur le reste des produits, c'est-à-dire la population l'a payé. Oui, mais ça c'est une solution. Mais la question est-ce qu'il y a une volonté politique pour véritablement l'avoir ou est-ce que ce ne sont que des effets d'annonce? Et la volonté politique, il faut du boulot pour les différents scandales, les LuxLeaks et tout ont quand même vraiment permis aussi de mettre la pression sur les plus petits États et je pense aussi les sociétés civiles au sein des paradis fiscaux. Dans beaucoup de paradis fiscaux, c'est pas forcément le cas du Luxembourg, mais il y a de telles inégalités qu'en fait, ça bénéficie pas forcément à la population locale non plus en fait. Donc il y a parfois au sein de ces pays-là l'idée de se rendre compte que si on continue comme ça, on va quand même dans le mur, parce qu'il y a une concurrence tellement forte qu'à la fin, il y aura toujours un autre pays pour faire encore pire, et il n'y aura plus de recettes fiscales, et du coup plus de financement public pour les services publics, etc. Les questions que vous avez posées, elles sont beaucoup sur la finance, et pas forcément à l'évasion fiscale, donc moi je les maîtrise beaucoup moins. On a les défauts entre nous d'être souvent très spécialisés sur la question de l'évasion fiscale. J'ai d'autres collègues qui sont dans les ONG qui sont beaucoup plus spécialisés sur les questions vraiment de régulation de la finance.
Évidemment, ça va ensemble. Après, voilà, nous, les fonds d'investissement, ils posent un problème. En même temps, là, ce sur quoi nous, on travaille sur les mesures de lutte contre l'évasion fiscale, c'est du coup comment mettre un terme aux échappatoires fiscaux, etc. Ce n'est pas les mêmes logiques, donc je ne vais pas pouvoir apporter de réponse satisfaisante. Je continue. Il y avait une question là-bas, puis il y en avait encore une autre, mais où est passée cette personne? Ah, devant, oui, voilà. Bonjour. En fait, moi, c'est pas une question, c'est un témoignage que je vais faire parce que moi, je travaille dans une banque, dans une grande banque française, et je travaille justement sur ces projets, et notamment, vous parliez de bénéficiaires effectifs. Moi, je suis en charge de mettre en place ce projet pour ma filiale. La notion de bénéficiaire effectif pour tout le monde. Ah, vous m'entendez pas? Là, vous m'entendez mieux? Ouais. Donc, donc, je disais que je travaille dans une grande banque française. Je suis de l'autre côté, en fait, par rapport à eux. Et donc, moi, je suis en charge de mettre en place un projet concernant l'identification des bénéficiaires effectifs. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise qui vous interroge pour un financement, vous allez descendre jusqu'au point le plus fin pour savoir quelle est la personne physique qui possède cette entreprise. Et pour l'anecdote, c'est que moi, du coup, je suis allé voir, en fait, par exemple, et on doit aussi identifier les personnes qui sont en lien. Donc je suis allé voir par exemple pour Sarkozy et j'ai vu qu'effectivement il était déjà identifié dans les bases comme corrompu. Donc vous voyez que même dans le milieu capitaliste, il n'y a pas d'amis. Hein, et c'est là que ça introduit quand même une schizophrénie, c'est que pour le salarié, il est confronté à une chose, c'est qu'il fait des affaires, il se fait des formations dans lesquelles on lui dit... il faut faire attention à la corruption, il faut faire attention au blanchiment, il faut faire attention à l'évasion fiscale. Mais dans le même temps, il voit que l'entreprise, elle organise ça. Tout simplement, par exemple, donc ils font des formations là-dessus, mais ensuite, ils vont dans l'annuaire interne et on déroule les implantations géographiques et on trouve toute la liste des places, des paradis fiscaux, les Bermudes, Caïmans, Luxembourg, vous avez toutes. Donc, et vous avez, et quand effectivement vous sélectionnez, vous voyez des salariés derrière. Donc vous savez des gens, des ingénieurs d'affaires, des chargés d'affaires qui travaillent à plein temps pour organiser ça. Donc vous voyez, c'est plus ce témoignage que vous voulez faire. Voilà. Le temps que je me déplace, du coup, j'en profite pour m'introduire dans le débat et poser une question aussi. Dans le programme de la France Insoumise, il y a un des éléments de lutte contre l'évasion fiscale, un parmi tant d'autres, c'est notamment le fait de faire entrer dans le code pénal, donc de criminaliser les conseillers, tout acteur, notamment dans les services bancaires, qui conseillerait pour cacher son argent dans les paradis fiscaux. Donc est-ce qu'il y a peut-être une réaction là-dessus? Est-ce que vous l'avez dans votre programme au Luxembourg, par exemple, ou est-ce que c'est encore trop précis, où il y a trop de gens couverts? Et est-ce que d'un point de vue expertise, est-ce que ça vous paraît une démarche en fait incitatrice, quoi? Alors moi, je voudrais commencer par un petit rappel historique. En 1982, Henri Verneuil a fait un film, 1000 milliards de dollars, où en 1 minute, il expose le fonctionnement de l'optimisation fiscale dans une multinationale. C'est un film que j'invite tout le monde à revoir. On ne le diffuse plus, ça est devenu scandaleux. Bon. Ensuite, une réflexion. Je veux dire, pour moi, l'Union européenne, c'est d'abord le bras armé de l'ultralibéralisme. Et c'est assez basé sur cette notion de concurrence qu'on a tous mal compris, comme pensant que c'était la concurrence qui nous permettait d'acheter la viande un peu moins chère et le lait et compagnie. Et en fait, c'est la concurrence entre les États et surtout entre les peuples qui est mise en place à travers ces mécanismes-là. Donc je comprends parfaitement que dans le cas de pays qui subissent à fond, plus que nous encore, que nous actuellement en France, les méfaits de l'ultralibéralisme, l'Union européenne peut des fois être plus protectrice que les législations nationales, que même en France, on peut se retrouver dans le cas où il y a un gain. Mais au final, et avec l'effet cliquet qui est mis en place systématiquement dans ces systèmes, dans ces traités, dans ces directives, au final, la situation se dégrade petit à petit, régulièrement, avec des à-coups en fonction des crises, etc. Donc,
effectivement, des fois, le lobbying permet d'obtenir une directive qui va être un peu plus favorable, qui va permettre d'avancer, mais on cherche en fait à mettre des grains de sable dans un bulldozer qui avance de toute façon. Donc, chapeau pour le boulot, hein. C'est génial que des gens le fassent, mais mon avis personnel, c'est que la première chose à faire, quand même, c'est de lutter contre les mécaniques ultralibérales et les monstres technocratiques qui les imposent. C'est clair. Je vais vous laisser rebondir peut-être sur cette série de questions. Je fais juste une petite parenthèse. C'est vrai que juste pour être sûr, parce que vous avez dit un mot qui est l'effet de cliquet, qui est donc je ne sais pas si c'est un hasard littéraire ou non, mais en tout cas c'est souvent rattaché à des accords internationaux type CETA. En l'occurrence, dans le droit européen interne, je ne crois pas qu'on puisse parler d'effet de cliquet, même si je vois l'idée que vous mettez derrière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a imposé une norme, aussi basse soit-elle, on ne peut pas aller au-dessus. En l'occurrence, sur les questions, la question qui est la nôtre aujourd'hui, ça n'est pas le cas, puisque nous avons toujours notre souveraineté fiscale. Donc, quoi que fasse l'Union européenne en la matière, si un État membre veut décider d'aller plus loin, il peut. Une question de volonté politique. Ce qui n'est pas le cas sur tous les sujets. Par exemple, la pêche européenne, il y a des quotas, on ne peut pas pêcher plus. Donc voilà, c'était juste pour être sûr qu'on ait bien entendu le même terme dans le même sens. Sur la pénalisation. Bon. Non, on n'a pas prévu dans notre programme cette proposition qui est intéressante, mais chez nous, elle serait un peu bizarre étant donné qu'ils sont sur place, donc ils n'auraient pas besoin d'aller à l'étranger pour se faire conseiller ou optimiser leur structure fiscale. Mais ce qui est important, justement, parce qu'on parle d'économie aussi, il y a un volet quand même assez réel. Toute société ne peut pas... Il y a le problème de la libre circulation des capitaux. Ça, je pense que ça, si on ne parle pas de ça, et donc bon, c'est un fondamental de l'Union européenne, mais si on ne parle pas de ça, et ça ne touche pas que l'évasion fiscale, ça touche plein d'aspects, mais y compris l'évasion fiscale, si on ne parle pas de ça, on aura des difficultés, évidemment, à lutter contre l'évasion fiscale. Mais ensuite, il y a, je pense aussi, des mesures concrètes, policières, quasiment à caractère policier, que l'on peut prendre également. Toutes les sociétés ne peuvent pas se déplacer. La question est de savoir aussi quelles sanctions l'on pourrait imposer à des sociétés qui vendent sur un territoire mais qui ne payent pas leurs impôts sur tel territoire. Je ne sais pas dans quel sens, je ne suis pas technicien à ce point-là, mais on pourrait peut-être prévoir des sanctions. Rechercher tout simplement ceux qui pratiquent l'évasion fiscale. Si je sais bien, les États-Unis sont assez actifs à ce niveau-là, en principe aussi, par rapport à leurs propres ressortissants. Car bizarrement, les États-Unis, même s'il y a des États comme le Delaware, tout ça, qui pratiquent également l'optimisation fiscale à outrance, ils ont quand même aussi tendance, en tout cas leurs autorités, le fisc américain a tendance aussi quand même à enquêter de manière assez puissante. Et j'ai l'impression peut-être même plus puissante qu'en Europe. En tout cas, je parle pour mon pays au Luxembourg, où l'administration fiscale a tout simplement du mal aussi à avoir assez de fonctionnaires. Et l'ancien chef de l'administration fiscale, lorsqu'il est parti en retraite, il a donné une interview dans un grand journal et on lui a posé la question, il a fait un lapsus, on lui a posé la question, est-ce que vous êtes vraiment bien outillé par rapport aux géants de la place? Il dit, mais vous savez, les bandits ont toujours une longueur d'avance sur la police. Et ensuite, il se reprend et dit, je ne voulais évidemment pas dire que la place financière est composée de bandits, mais c'était trop tard et ils l'ont repris. Mais donc il faut aussi avoir des gens qui travaillent pour ça. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un service public. Et par exemple, c'est un tout. Et puis le problème, c'est que l'on peut justement avoir des économies qui fonctionnent bien sans évasion fiscale et ensuite sans infrastructure et qui fonctionnent même mieux. Et finalement, je pense qu'il faut qu'il y ait des rapports de force dans les différents pays qui s'établissent. Et puis, il faut qu'il y en ait un qui commence. Et puis, ce ne sera pas la fin du monde. Et puis, ça pourra aussi avoir valeur d'exemple pour d'autres pays. Valeur d'exemple également pour les populations d'autres pays qui seraient touchées, justement, qui vivraient dans des pays où de telles pratiques sont monnaie courante. Je pense que c'est aussi comme ça que ça va se passer. Et ensuite,
oui, ensuite des réglementations au niveau international, l'ONU, c'est une possibilité, mais là il faut trouver également des alliances avec les pays en voie de développement qui en souffrent le plus. Mais pour cela, il faut avoir des changements politiques profonds en Europe. On n'en sortira pas, je pense. Non, juste sur la question de la criminalisation des banques, des intermédiaires. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent en conseillant les entreprises comment elles font l'évasion fiscale. C'est certain, il y a ces fameux Big Four, ces grandes entreprises d'audit et de conseil qui publient chaque année des rapports sur comment investir au Luxembourg, comment investir aux Pays-Bas, qui pour moi sont une source d'information très importante. On sait qu'elles influencent aussi les directives et qu'il y a un vrai enjeu, c'est un vrai sujet. Et en France, il est aussi question, là, dans une loi sur la fraude, de criminaliser davantage les petites officines, plus petits cabinets d'avocats qui vont conseiller des gens à créer des sociétés écrans, à se cacher dans les paradis fiscaux, etc. On en revient quand même à la question aussi de la différence entre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude, c'est vraiment ce qui est dans la loi interdit, ce qui est défini dans le code des impôts. C'est interdit pour un ressortissant, un résident fiscal français, de mettre de l'argent dans un autre pays et de ne pas le déclarer. Ça, c'est interdit. Pour une entreprise de déplacer artificiellement ses bénéfices, souvent, c'est dans la zone grise de la loi. Et du coup, c'est beaucoup plus dur de poursuivre les grands groupes quand on est dans une zone grise. Donc, il y a un enjeu à donner plus de moyens à la loi pour définir ce qu'est la zone grise. En France, il y a ce qu'on appelle l'abus de droit. Quand une entreprise suit une règle, enfin quand une entité suit une règle mais ne respecte pas la règle dans son sens, enfin suit la lettre de la règle mais en fait la détourne de son sens, on peut dire qu'elle fait un abus de droit. En France, ça existe que quand c'est pour un motif exclusivement fiscal. Du coup, les grands groupes, ils arrivent toujours à... Et on est là dans toute la question de l'évasion fiscale où on joue avec les règles. Et du coup, oui, il faudrait absolument criminaliser les grandes officines. Il faudrait poursuivre plus systématiquement les intermédiaires, poursuivre les entreprises qui volent des impôts à la France en justice. C'est pas si évident parce qu'il faudrait vraiment revoir les règles fiscales. Et les règles fiscales aussi au niveau international. Oui, bonjour. Je voulais avoir une petite précision sur ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir qu'en France, il y a eu une marge de progression assez importante, en tout cas non négligeable par rapport à la lutte contre l'évasion fiscale. J'aurais aimé savoir en fait de quoi il s'agissait exactement, en tout cas dans les mesures les plus importantes, et en tout cas quels ont été les leviers les plus efficaces pour ça. Et après, ma deuxième question, ça serait si demain le programme de la France Insoumise peut être appliqué et que du coup, que la lutte contre l'évasion fiscale, pour le coup, ne se fait pas du coup par une harmonisation sur le plan européen ou sur le plan international, mais parce que en fait, un réel pouvoir politique qui lutte contre l'évasion fiscale du coup, se mettra en place en France. En fait, quelles pourraient être les conséquences sur les autres pays au niveau de l'Union européenne et au niveau international? Est-ce que ça pourrait permettre de déclencher du coup, d'autres mesures pour d'autres pays? Et est-ce qu'il faudrait mettre en place des garde-fous justement pour permettre une réelle politique de lutte contre l'évasion fiscale, mais uniquement en France? En fait, dans quelle mesure est-ce que c'est possible de mettre en place en fait, une politique de lutte contre l'évasion fiscale, mais uniquement en France, si l'Union européenne ne suit pas ou que ça passe pas par ce biais-là, en tout cas? Merci. Je prends encore une autre question. Il y en a encore 3 après ce monsieur, si j'ai bien compris. Alors, je vais être rapide. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un aspect tout à fait essentiel qui est celui du contrôle du mouvement des capitaux. Et en effet, on voit mal comment est-ce qu'il serait possible de lutter contre l'évasion ou la fraude fiscale en laissant la liberté totale du contrôle, la liberté totale aux capitaux. Dans la mesure où la liberté des capitaux, c'est une des 4 libertés fondamentales de l'Union européenne, avec la prestation de services, avec le déplacement des travailleurs salariés, avec la liberté de commerce et d'entreprendre, on se demande comment même il serait possible, dans l'hypothèse où demain arriverait au pouvoir un président qui serait de gauche, par exemple,
dans un pays comme la France, comment est-ce qu'il serait possible d'agir et de mener une politique, mais ça rebondit un peu sur la question juste précédente, de mener une politique de réelle lutte d'évasion fiscale sans remettre directement en cause les traités de l'Union européenne et particulièrement une des 4 libertés fondamentales. Et là, on est dans un combat qui est est d'une autre nature et je crois qu'il serait intéressant de le présenter d'abord comme tel parce qu'il subordonne tout le reste, me semble-t-il. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans dans le programme France Insoumise ? Je vous laisse rebondir déjà sur la première question. Ah non, c'était sur la France. Ouais, Peu importe, enfin, comme vous voulez. Sacrée question. Alors, quand je disais qu'il y avait eu beaucoup de progression ces dernières années, c'était pas qu'en France, c'est juste, moi, mes collègues qui travaillaient sur les questions de fraude et d'évasion fiscale il y a 10-15 ans, en 2003, il y a le mouvement international qui s'est créé pour la justice fiscale qui s'appelle le Tax Justice Network. Aujourd'hui, ça a un peu évolué, mais il y a une association chapeau qui regroupe des centaines d'organisations dans le monde avec une branche européenne et une branche française dont on est la branche, enfin la plateforme paradis fiscaux. Quand on parlait d'évasion fiscale, personne ne comprenait ce que c'était. Les journalistes n'y comprenaient rien. Il n'y avait aucune information. Les gens pouvaient expliquer comment fonctionnait l'évasion fiscale, mais il y avait très peu d'exemples de grandes entreprises où il y avait des enquêtes qui duraient des années. Je veux dire, on a quand même fait un chemin immense, déjà en termes d'information, en termes de relais médiatiques. Enfin, moi, j'ai réellement une de mes anciennes collègues que j'ai rencontrée quand j'ai pris mon poste, qui m'a dit, quand un journaliste a expliqué comment je ne sais plus quelle entreprise faisait de l'évasion fiscale, on a sorti le champagne. Parce que ça veut dire qu'ils avaient compris les mécanismes et que les premiers rapports d'opinion qu'on faisait, etc., ont servi à quelque chose. Aujourd'hui, grâce aux lanceurs d'alerte, notamment grâce aux lanceurs d'alerte qui sont quand même très mal protégés encore aujourd'hui, et grâce à des entreprises, des médias qui ont fait des grandes enquêtes, les mécanismes d'évasion fiscale sont connus. La question de l'évasion fiscale est souvent au cœur de l'actualité. Les responsables politiques sont largement interpellés. C'est quand même déjà un pas immense. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné la bataille, mais par rapport à d'autres luttes, je pense qu'on a quand même vraiment on a beaucoup de chance avec nous pour essayer de faire changer les choses à ce sujet. Est-ce qu'il y a eu des progressions réelles dans la législation ? Il y en a eu. Il y a notamment sur les questions de fraude, des questions les individus qui cachent leur argent dans les sociétés écrans, dans des paradis fiscaux, ce qui était au cœur, par exemple, des Panama Papers, dont vous avez certainement entendu parler. Il y a eu à ce sujet beaucoup de progrès en 10 ans. Alors c'est insuffisant, mais il y a quand même des échanges d'informations bancaires automatiques entre les États qui malheureusement excluent beaucoup les pays en développement. Il y a au niveau européen eu une directive qui a été adoptée récemment qui va obliger les États à faire un registre des vrais propriétaires des sociétés. Ça, c'est que c'est la 5e directive révisée, donc ça a pris quand même beaucoup d'années, mais ça veut dire que des pays comme Malte, que les paradis fiscaux qui sont liés à la couronne britannique vont devoir dire telle entreprise appartient à telle personne, et ça va permettre que des gens ne se cachent plus dans des sociétés fantoches. Ça, c'est quand même c'est politique un peu des petits pas, mais en fait, par rapport à il y a 10 ans, c'est quand même déjà beaucoup. Et en France, on avait été quand même un pays un peu leader en faisant une loi bancaire sur la transparence des grandes banques, etc. Malheureusement, là, ces dernières années, on a quand même beaucoup ralenti dans la lutte contre l'évasion fiscale. Et là, on a un vrai enjeu avec le Conseil constitutionnel. Quels leviers ont marché ? Il n'y a pas de recette magique, je pense. Il y a différents, en tout cas pour nous, moi je parle vraiment de mon point de vue, ONG, c'est passé par des grandes campagnes d'opinion publique, des rapports qui font la une, du travail de plaidoyer très précis envers des partis politiques, envers les gouvernements, par des alliances entre nous. Enfin voilà, il n'y a pas de. Je pense que les ONG ont joué un rôle important sur cette question, avec après un grand relais des médias. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau français, ou si c'est seulement la France ? Nous, on a eu longtemps une stratégie qui était de jouer vraiment au niveau local, national, international. Au niveau local, national, international, pour faire en sorte que on a demandé aux régions de s'impliquer à demander la transparence des banques, pour qu'après la France prenne une loi pour la transparence bancaire, pour qu'ensuite l'Union européenne prenne des mesures. Ça a longtemps été un bon levier, et là, avec notamment le Conseil constitutionnel, on est quand même en vraie difficulté pour faire adopter des mesures.
il est possible c'est pour ça que nous, en ce moment, ce qu'on demande, c'est notamment beaucoup à ce que la France se positionne au niveau européen et international. Il est possible de prendre des mesures aussi pour protéger la base fiscale française, de contrôler mieux comment sont répartis les impôts, de contrôler mieux ce qui est défini entre fraude et évasion fiscale. Il faudrait aussi que la France pourrait faire une étude d'impact de son propre système fiscal et de quel impact ça a sur les pays en développement, tous les traités qu'on a, est-ce que ça nuit ou pas aux autres pays. Après, je pense que ce qu'on attend aussi d'un État, au-delà de protéger sa propre base fiscale, c'est vraiment de prendre un leadership au niveau mondial et de dire nous, on est prêt à jouer le jeu avec les autres pays, nous, on est prêt à se réunir autour de la table avec tout le monde, parce qu'en fait, l'évasion fiscale, c'est quand même... Quand il y a un pays qui pollue un autre, ou les COP au niveau environnemental, elles ont un enjeu parce qu'en fait, on est tous dans le même bateau. Mais en fait, sur les questions fiscales, c'est aussi pareil. Et il y a un vrai rôle de leadership aussi à prendre au niveau européen, mondial, pour lutter contre l'évasion fiscale. Voilà. Oui, je vais peut-être juste essayer aussi un peu de répondre à la question, puisqu'il y a une question qui portait particulièrement sur le programme de la France Insoumise. Oui, la France Insoumise a clairement, dans son chapitre 4 de mémoire, dans l'AEC, le contrôle des mouvements de capitaux. Ça, c'est clair que c'est la base. Après, c'est un objectif politique. Après, il faut voir que l'AEC, c'est un programme dans le cadre d'une présidentielle. Maintenant, les prochaines échéances qui se jouent, à savoir les européennes, on ne va pas avoir un exécutif. On va disposer d'un certain nombre de députés au Parlement européen. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire intervenir dans des débats comme celui-ci des ONG qui ont une vraie expertise. C'est quand même... les questions fiscales, c'est quand même assez costaud, assez technique, parce qu'en fait, il y a tout un panel de mesures potentielles à différents degrés avant même de parler d'un gouvernement France Insoumise, qui est évidemment notre idéal partagé. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être faites au sein du Parlement européen. C'est par exemple un des premiers éléments que tu as donné dans ton intervention en début. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de voir qu'est-ce qu'on peut arriver à faire avant même de contrôler la politique d'un pays entier, quoi. Il y avait, oui, là-bas. Après, j'ai une autre question ici. S'il y a encore des gens qui ont envie de poser une question, c'est maintenant, parce qu'après, on sera hors délai, puisqu'il faut terminer à 15h30. Oui, merci. C'est pour rebondir sur le témoignage de monsieur qui est banquier et qui visiblement voit défiler sur son écran des paradis fiscaux, avec y compris, je crois, le nom des salariés, d'un certain nombre de salariés. Et je crois qu'on a là un potentiel lanceur d'alerte. Est-ce qu'il est prêt à jouer ce rôle et quels en sont les risques ? Alors en fait, tous les salariés en sont conscients de ça, de cette problématique. Ils savent que maintenant les banques, elles ont des amendes, elles sont dans l'illégalité. Et ça, c'est ce problème schizophrénique dont je parlais, c'est qu'ils savent qu'être honnête aujourd'hui, c'est dangereux. Parce que, vous avez vu, on a vu les lanceurs d'alerte, ils risquent la prison. Et la France a rajouté une couche avec maintenant la loi de secret des affaires. Et donc, non, les salariés, ils sont plus dans la peur. Et être lanceur d'alerte aujourd'hui, c'est être un héros, quoi. Donc, moi, je ne suis pas un héros, personnellement. Oui. Monsieur. Oui, Serge, je suis dans un groupe d'action du Morbihan. Et dans la campagne sur l'évasion fiscale, on met en avant, pour éviter cette évasion fiscale, de créer l'impôt universel, si je ne me trompe, si je ne m'abuse. Est-ce que cet impôt universel, déjà, comment on peut le mettre en place, et est-ce qu'il pourrait être mis en place aussi au niveau de l'Europe ? Oui, je rebondis tout de suite, parce que là, c'est vrai qu'on parlait beaucoup d'évasion fiscale dans le cas des entreprises. Et là, l'impôt universel, c'est dans le cas des particuliers. Enfin, il me semble. Et donc, du coup, c'était une idée de copier, entre guillemets, un système qui existe déjà dans un certain nombre de pays, qu'on ne peut pas taxer de marxistes, comme les États-Unis,
Donc en fait, on peut aussi l'appeler parfois un impôt différentiel, c'est-à-dire qu'un citoyen américain résidant dans un autre pays du monde, où qu'il se trouve, va aussi participer à l'impôt américain. C'est-à-dire qu'il va payer la part qu'il ne paye pas dans le pays dans lequel il réside. S'il est installé au Luxembourg, par exemple, mauvais exemple, parce que pour le cas des particuliers, effectivement, tu as raison, mauvais exemple. Je ne sais pas. En Belgique, il y a quand même une bonne imposition pour les particuliers. Bon, Monaco, c'est un bon exemple. Donc à Monaco, le particulier américain va payer moins d'impôts que s'il était dans son pays, mais comme il est américain, on considère dans un sens tout à fait tout patriotique, très propre aussi à cette culture américaine, qu'il doit participer à l'impôt. Voilà, je réponds parce que je ne sais pas, pour le coup, l'impôt universel, c'est vraiment une idée propre à l'AFI qu'on a bien réfléchi, mais donc voilà. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on a besoin. On n'a pas besoin de le mettre en place au niveau européen nécessairement par la Commission européenne, le Conseil, le Parlement, etc. Il suffit, comme ça existe actuellement, la France a plein d'accords bilatéraux, des conventions fiscales bilatérales avec des pays. En fait, il faut réviser ces accords bilatéraux pour mettre en place. Voilà, au lieu que ce soit des accords au cas par cas, on dit, bah voilà, nous, notre système maintenant, c'est ça. Donc, avec vous, ça fonctionnera comme ça. Donc, vous devrez nous dire qui sont les Français chez vous. Il y avait une question là, et je prends là. Si vous pouviez être succinct, parce que plus votre question sera longue, moins votre réponse, la réponse qui vous sera donnée sera longue. Merci, bonjour. Alors, quel argument le Conseil constitutionnel en France a avancé pour censurer les lois qui visaient à lutter contre l'évasion fiscale? C'est concis. On ne peut pas faire mieux. Sujet, verbe, complément. Je rebondis sur l'idée de monsieur, là, juste devant moi, qui consisterait, pourquoi pas, à appliquer l'impôt différentiel pour les entreprises. On nous rétorque souvent quand on parle d'harmoniser et d'augmenter les impôts pour les entreprises en France que, oh là là, surtout pas, il ne faut pas faire ça parce qu'elles vont partir. Les multinationales vont quitter le territoire et ça va être terrible. Et moi, je pense qu'ils ne le feront jamais. D'abord, premièrement, parce que tant qu'il y a du chiffre d'affaires à faire quelque part, il reste. Même si le prélèvement par l'impôt augmente, ils ne partiront pas. Et deuxièmement, parce qu'une société ne quittera jamais un pays en prenant le risque qu'un concurrent prenne sa place. Donc c'est vraiment, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent, c'est un argument à retenir et à rétorquer aux gens qui nous disent ça. Bien, vous avez 6 minutes pour répondre aux questions et conclure. Exercice de style. C'est le Conseil constitutionnel. Le micro. Alors, le Conseil constitutionnel a pris des interprétations diverses selon les questions. Par exemple, pour la censure, la France avait, suite au scandale Cahuzac, été un des premiers pays européens à proposer un registre des vrais propriétaires des trusts. Donc les trusts qui sont très facilement des structures opaques, la France aurait demandé qu'il y ait écrit en face de la structure qui en est le détenteur. Le Conseil constitutionnel l'a censuré au nom de la protection de la vie privée. Le reporting pays par pays pour les entreprises, donc cette obligation de déclarer un certain nombre d'informations comme les impôts payés, le chiffre d'affaires, le nombre de salariés, qui sont finalement des informations assez simples et connues par les entreprises pour chacune de leurs filiales. Cette mesure avait été adoptée de manière assez partielle en France pour les entreprises et a été censurée au nom de c'est quoi l'intérêt, enfin il y a un truc avec l'intérêt des affaires, quelque chose aussi lié à la propriété privée. Le secret des affaires. Non, pas le secret des affaires, je retrouve plus, je vais le retrouver. Une autre mesure qui avait été de mettre des sanctions monétaires importantes pour les pays, pour les entreprises qui délocalisent dans des paradis fiscaux artificiellement, etc., a été censurée au nom de l'intelligibilité de la loi. En fait, ce que nous, la compréhension qu'on en a, c'est que quasiment systématiquement, des mesures de lutte contre l'évasion fiscale sont censurées à divers titres. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel a aujourd'hui une interprétation de la Constitution qui est très favorable aux intérêts privés et à la propriété privée, alors qu'il y a des principes dans la Constitution qui permettraient de valider ces lois. Et que nous, on avait demandé à des constitutionnalistes connus
donner une interprétation des mesures et est-ce qu'elles passeraient. Il disait qu'il y avait plusieurs raisons de penser qu'elles étaient compatibles avec la Constitution. Donc il y a un vrai enjeu aussi Conseil constitutionnel. Et quand on a creusé un peu ça, on s'est rendu compte qu'il y a un vrai enjeu lobbying auprès du Conseil constitutionnel, parce qu'en fait, il y a une instance qui est très peu transparente aujourd'hui. Et en fait, il y a des entreprises et des groupes qui font un mécanisme de porte étroite qui reste très opaque, c'est-à-dire qu'ils vont donner, eux, des avis quand il y a une mesure en constitutionnalité qui est proposée, et on ne sait pas ce qu'il y a dedans, etc. Et on se rend compte qu'il y a un lobbying très important que nous, on n'avait pas identifié et qui a fortement porté ses fruits. Il y a une vraie question aujourd'hui, je pense, Conseil constitutionnel, en tout cas sur la lutte contre l'évasion fiscale. Lanceurs d'alerte, moi, grand merci aux lanceurs d'alerte. Ils sont aujourd'hui très mal protégés en France et en Europe. On leur doit beaucoup ces dernières années pour avoir mis la question sur la table et pour avoir fait avancer les choses. Après, il n'est pas normal qu'on dépende aujourd'hui encore du courage de lanceurs d'alerte pour avoir des informations. C'est pour ça que la transparence, c'est juste le premier pas. On a besoin de savoir combien les entreprises pèsent d'impôts. On a besoin de savoir qui sont les vrais propriétaires des sociétés, écrans, etc. Ce ne sont pas des informations sensibles pour la compétitivité des entreprises. Ce sont des informations dont on a besoin pour lutter contre l'évasion fiscale, et on ne doit plus reposer seulement sur le courage de lanceurs d'alerte qui sont par ailleurs très mal remerciés, parfois poursuivis. Et la loi secret des affaires va vraiment encore renforcer le risque pour les lanceurs d'alerte. Je vois qu'il y a une directive au départ. Qui est une directive européenne qui, en même temps que l'Union européenne donnait à Antoine Deltour le statut de citoyen européen exemplaire, quelque chose comme ça, adopter une directive qui mettait vraiment en danger les lanceurs d'alerte comme lui. Donc, bon, après, la France l'a surtransposée, donc l'a rendu encore pire. Donc il y a un vrai enjeu, et c'est très, très inquiétant. Et oui, il y a des mesures qu'on peut prendre unilatéralement sur les impôts en France pour les restructurer, pour garantir les recettes fiscales françaises. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres pays qui souffrent de l'évasion fiscale, qui sont aussi les pays en développement, et qui souffrent en fait proportionnellement beaucoup plus que les pays européens de l'évasion fiscale, et que c'est souvent les entreprises des pays européens qui le font. Et du coup, il y a aussi une responsabilité des pays européens vis-à-vis de leurs entreprises dans les autres pays. Et l'argument de la compétitivité, il faut absolument le démonter, parce que de fait, il y a beaucoup d'études, y compris de groupes comme le FMI et la Banque mondiale, qui montrent qu'une entreprise n'investit pas dans un pays à cause de la fiscalité. C'est très 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 bas dans les raisons d'investir. Et du coup, malgré des pressions qui sont mises, souvent c'est parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a des gens qui sont formés pour travailler dans ces entreprises. Et du coup, la fiscalité, malgré cette concurrence fiscale, en vrai, ce n'est pas une raison première d'investir. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet argument-là. Et par ailleurs, les États doivent absolument protéger leur base fiscale, c'est leur service public. La compétitivité ne peut pas avoir le prix des services publics. David, tu peux peut-être rajouter un mot de conclusion, puis on a terminé. Oui, non, mais tout à fait. Ça, c'est cette question. Tu l'as dit, de la compétitivité par rapport à la fiscalité des entreprises, même parfois des petites ou moyennes entreprises, c'est pas forcément. Ça peut être perçu parfois comme étant contraignant quand de toute façon tout le tissu économique ne fonctionne plus. C'est-à-dire quand il n'y a plus de rentrée, quand il n'y a plus de vente, etc. Donc mais la plupart du temps, de toute façon, on paye en plus sur. On paye, ça dépend. Nous avons un débat, par exemple, à Luxembourgville. Au Luxembourg, il y a évidemment, comme en France, probablement qu'il y a différentes taxes locales qui est réalisée sur les bénéfices. Et donc, au Luxembourgville, c'est un peu compliqué en fait. Les communes peuvent moduler avec une forme avec le principe de levier comme ça un impôt commercial communal qui est fixé par la loi entre 2 et 4%. Et ensuite, les communes peuvent le moduler, ce qui fait qu'on a aussi un dumping fiscal un petit peu entre les communes au Luxembourg. Mais en réalité, finalement, ce que l'on n'en dit jamais, c'est que c'est un impôt qui est payé sur des bénéfices, mais à partir d'un certain montant déjà. Donc les petites entreprises ne payent pas cet impôt, mais on dit toujours oui, mais les petites entreprises vont payer cet impôt. Alors les gens se disent ah oui, non, c'est quand même dommage que la petite épicerie paye ça. Mais non, mais elle ne réalise pas le bénéfice nécessaire pour de toute façon payer cet impôt. Et la plupart du temps, ce sont d'autres problèmes comme les loyers qui peuvent être extrêmement élevés, surtout dans les grandes villes, etc. Mais je sais très bien qu'à Luxembourgville ou dans des villes où il y a des infrastructures correctes, et c'est ça, parce que je dois souvent participer aussi à Luxembourg à des débats, les fiscalistes m'invitent aussi parfois, c'est assez rigolo.
c'est toujours bizarre, mais bon, il y en a qui ne sont pas complètement débiles, mais on essaie de leur expliquer qu'ils sont là parce qu'ils ont des infrastructures, le pays leur offre des infrastructures qui sont quand même très correctes, sans lesquelles ils ne pourraient pas faire leur métier, et sans lesquelles il n'y aurait pas d'entreprise non plus avec lesquelles ils pourraient travailler. Donc c'est un faux argument la plupart du temps. Et quand il y a parfois des légères augmentations des impôts sur les sociétés, on peut le constater qu'il n'y a pas de délocalisation massive. Enfin, ces derniers temps, il y a rarement des augmentations sur les impôts sur les sociétés, ça c'est clair. Le reste concernait la France. Merci. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants, les remercier.